the name of God. Au nom de Dieu, mesdames, messieurs, First of all, I should express my gratitude to j'exprime tout d'abord ma gratitude ma reconnaissance envers l'Institut Schiller de m'avoir invité à cette conférence et en particulier Madame Zapp-Larouche et ses collègues. Secondly, I should Deuxièmement, admire j'admire motive speech le discours informatif de Madame Larouche qui me dispense d'expliquer une partie de ce que j'avais l'intention de dire. Je n'ai pas l'intention de répéter les mêmes choses. the topic of my speech. Le sujet de mon discours, ce sont les conséquences globales de l'instabilité au Moyen-Orient. Et c'est une continuité de ce que Madame Larouche a mentionné. Before going to the Avant d'aborder le contenu de ce que je vais présenter, we should understand what is nous devons tout d'abord comprendre ce qu'est le Moyen-Orient. text. Selon les textes classiques, Briefly is Arab le Moyen, plus Iraq. And according to some c'est also is included l'Iran ainsi que la péninsule arabe. regarding what is Mais aujourd'hui, Afghanistan and Pakistan consequences vu ce qui se passe au Pakistan, en Afghanistan, etc., area de la part de ces groupes qui ont été entraînés là-bas, Pakistan. je pense que nous ne pouvons pas exclure le Pakistan et l'Afghanistan du terme Moyen-Orient. Middle East importance is in L'importance du Moyen-Orient its geography. se trouve dans différents aspects. Tout d'abord, son aspect géographique, qui est situé sur trois continents. Very important transit channels. Il y a aussi des voies de transit très importantes au Moyen-Orient, peut-être même les plus importants du monde, comme le détroit d'Ormuz ou le canal de Suez, le golfe Persique, les ports qui y sont. Tout cela est crucial pour l'économie mondiale. Another importance of Middle East is Une autre importance est sur le plan économique. energy. Presque 2 tiers de l'énergie exportée dans le monde civilisé Passing the Middle East. est produite au Moyen-Orient ou passe par là. The cultural importance of Middle East. L'importance culturelle Middle East is cradle of civilization. est aussi très importante. C'est le berceau de la civilisation. C'est le plus important depuis des milliers d'années. Toutes les grandes religions viennent de la Mésopotamie, de l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient. And last but not least, Et political importance. en dernier, son importance politique, parce qu'aujourd'hui et depuis des siècles, Crucial crisis, political crisis all over the world les crises les plus cruciales du monde stem from Middle East. sont parties du Moyen-Orient. Now after this brief introduction, Après cette brève introduction, out j'aimerais the common points. en venir au point suivant. Causes of instability, Les origines, les causes principales des instabilités au Moyen-Orient, les conséquences globales et régionales, standard behavior, et l'attitude de 2 poids, 2 mesures important, dans 3 questions importantes global qui sont source de Syrian crisis, Gaza conflict, beaucoup de discussions. C'est la crise syrienne, le conflit à Gaza et le nucléaire iranien. Middle East is the origin of many religions and civilizations. Le Moyen-Orient est l'origine de beaucoup de religions, notamment toutes les religions abrahamiques Centuries qui sont basées sur la paix. have been living peacefully. Et depuis des siècles, des adhérents des différentes religions vivent en paix là-bas. Pendant les croisades, c'est important de savoir, tous les chrétiens, les juifs, les musulmans étaient ensemble pour défendre Jérusalem.
et les envahisseurs d'alors des Européens. Donc les croisades n'étaient pas une guerre de religion, parce qu'au Moyen-Orient, toutes les religions défendaient leur identité, leur civilisation et leur terre. Je me rappelle qu'une fois, j'étais à une réunion avec Samuel Huntington, qui avait établi cette étrange théorie de clash de civilisation. Il parlait de conflits entre chrétiens et musulmans, entre juifs et musulmans, etc. J'ai levé la main, j'ai dit, Monsieur Huntington, pourquoi ne mentionnez-vous pas que pendant les croisées, les chrétiens, les juifs, tout le monde défendait à côté l'un de l'autre leur religion. Et il m'a regardé d'une manière bizarre. Il a dit, selon nous, lorsque nous parlons de christianisme, nous parlons des chrétiens en Occident et pas dans le monde. Le christianisme, c'est occidental. Il y a peut-être qu'il pensait que les chrétiens ailleurs dans le monde étaient seulement de deuxième rang. En fait, il l'a dit. Par conséquent, l'atmosphère historique et culturelle originale du Moyen-Orient ce n'est pas la crise, le conflit, mais c'est la paix. Et pourquoi cela ne s'est pas produit? La cause principale des instabilités remonte à la politique de diviser pour régner, suivie par les puissances à l'époque, en particulier par l'Empire britannique. Après la Première Guerre mondiale, l'une des premières choses des forces alliées, en particulier les Français et des Anglais, c'était la disparition de l'Empire ottoman. Ils avaient des problèmes historiques avec eux depuis le XVIe siècle. Et après, l'Empire ottoman est devenu le malade de l'Europe. Ils se sont dit, OK, maintenant c'est le moment de prendre notre vengeance vis-à-vis de l'Empire ottoman. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à planifier, à prévoir de nouvelles frontières et des divisions artificielles au Moyen-Orient. Il y avait aussi le souvenir des croisades qui était un facteur important de cette décision. Sykes, le Britannique, et Picot, le Français, ils ont dessiné de nouvelles frontières au Moyen-Orient qui sont tout à fait artificielles et ne correspondaient pas aux réalités historiques. L'Irak est un des pays artificiels qui a été créé. Bagdad, il y a 1000 ans, était une formidable capitale culturelle. Mais l'Irak, tel qu'il existe aujourd'hui, n'avait pas cette authenticité historique. La Turquie aussi. La Turquie, telle qu'on la connaît, ce n'était pas ça dans l'histoire. La Syrie, le Liban, pareil. La Jordanie, l'Arabie saoudite, toutes ces frontières ont été tracées de manière artificielle dans le but de diviser pour régner. Et c'est pourquoi divers groupes ethniques, diverses minorités ont été, pour ainsi dire, implantées dans certaines régions pour créer des problèmes interethniques. Kurdes contre Arabes, chiites contre sunnites, Daruzis, sunnites, etc., wahhabites,
et d'autres sunnites. Et il semblerait que les deux qui ont tracé ces frontières ont étudié dans les mêmes écoles, parce qu'en traçant les frontières de l'ancienne Union soviétique, on a procédé de la même manière avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Il y a encore aujourd'hui des conflits à cause de cela. Par exemple, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et ces frontières artificielles, à part des problèmes ethniques, ont créé aussi un autre problème important, très important, qui croît avec le temps. Et ce sont des problèmes d'eau. Les fleuves qui, pendant des milliers d'années, ont irrigué les terres au Moyen-Orient sans problème. On les a divisés entre divers pays et pour qu'aujourd'hui, le problème principal entre la Syrie et la Turquie et d'autres pays, c'est un grave problème d'eau. Une autre racine d'instabilité est la création d'Israël et le fait de soutenir sans condition Israël. Eh bien, on a tenté de trouver une raison idéologique pour cela. Ici, ce n'est pas le moment ni l'endroit de présenter cet argument historique, mais je crois qu'on en a suffisamment discuté, même parmi les Juifs eux-mêmes, à savoir que Israël n'était pas la terre des Juifs que Moïse avait promise. La création d'Israël est venue après la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères. Et on a encouragé les Juifs d'Europe de l'Est, pas de l'Ouest, mais parce qu'en Europe de l'Ouest, les Juifs avaient une bonne situation économique. Et ils ne voulaient pas qu'ils arrivent à l'Ouest. Donc, on a encouragé les Juifs d'Europe orientale, de l'Est, à immigrer au Moyen-Orient. Et leur immigration ne s'est pas faite de manière nationale. Parce qu'après avoir créé une communauté, ont commencé les conflits avec les habitants qui étaient déjà là. Et depuis cette époque-là, depuis le milieu des années 20, près de 90 ans, les clashs s'intensifient jour après jour. Un autre problème est le soutien à des gouvernements de dictature corrompus et inefficaces. L'Iran et le Moyen-Orient sont parmi les berceaux de la démocratie. En 1905, en Iran, dans la révolution, la monarchie a changé la constitution. Mais cela ne s'est pas produit ailleurs. Même en Turquie, c'était un peu différent. Presque tous les pays du Moyen-Orient étaient des dictatures, même s'ils se prétendaient démocratiques. Mais les pays occidentaux prétendaient que la démocratie était la chose la plus importante, mais ils ne l'imposaient pas au Moyen-Orient. Les puissances occidentales
des Britanniques, puis les Américains et les Français, bien sûr. Ils ont fait de leur mieux pour apaiser les voix indépendantes au Moyen-Orient. Même l'Union soviétique, qui voulait une rivalité avec l'Occident et qui voulait une présence au Moyen-Orient, l'Union soviétique a soutenu des dictatures et pas les démocraties. Ils ont soutenu les régimes qui avaient massacré les membres du Parti communiste même, comme en Irak et en Syrie. Ils ont soutenu le parti Baas. C'est un parti ayant une idéologie spécifique, mais soutenu par les Occidentaux. L'architecte de Baas était un chrétien syrien qui avait étudié en France. Je n'ai pas compris le nom. Et le parti Baas a toujours été soutenu par l'Union soviétique et par l'Ouest. C'est une ironie. Une autre cause, c'est l'intervention pour contrôler les ressources naturelles. La majorité, comme je l'ai dit, de la production pétrolière est au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est comme le cœur du corps. Le Moyen-Orient pompe le pétrole comme le cœur, le sang. Et pour les pays occidentaux, avoir le contrôle des ressources énergétiques était décisif. Le premier apaisement de l'Ouest vis-à-vis du mouvement qui était contre le contrôle, c'était en Iran en 1951 avec le gouvernement de Mossad. Ce gouvernement a été élu de manière démocrate et a nationalisé l'industrie pétrolière iranienne. Puis, au bout de 2 ans, son régime a été renversé par les Britanniques et les Américains et il a été mis en prison, de même que beaucoup de ses partisans. Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères américaine, a reconnu il y a quelques années, oui, nous regrettons cela. Il y a beaucoup d'autres incidents. Plus récemment, il y avait le soutien pour l'Irak contre l'Iran. Saddam Hussein a été provoqué par les Occidentaux, comme on le voit aujourd'hui, que le président de la Commission de la Défense d'alors de Ronald Reagan, c'était Donald Rumsfeld, qui était ministre de la Défense de Bush. Il a été en Irak pour rencontrer Saddam Hussein et peu à peu tous les documents là-dessus viennent dans le domaine public. Et même un pays comme l'Allemagne, les entreprises ont soutenu Saddam Hussein avec la technologie chimique. Et ces armes chimiques ont été utilisées contre l'Iran. C'est pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, provoquant 100 000 victimes. La plupart d'entre eux ont aujourd'hui souffrent de cancers de différents types. Maintenant, après 10 ans. Deuxième exemple récent, c'est l'Afghanistan et l'Irak. Je ne vais pas répéter ici ce que Mme Larouche a déjà dit, mais maintenant il est évident pour tout le monde que c'était par
par une documentation frauduleuse que la guerre a été menée, que ce soit pour le 11 septembre ou pour les soi-disant armes de destruction massive. Mais on a eu cette tragédie qui a fait 1 million de victimes, de personnes sur place, locales. Ça faisait 1 million au Moyen-Orient, directement ou indirectement, y compris par les sanctions, par les armes, par les faibles armes radioactives utilisées par les États-Unis et pour bien d'autres raisons. L'autre cause, c'est le soutien à des groupes séparatistes et sectaires. J'ai déjà mentionné les frontières artificielles où on a mis ensemble des différents groupes ethniques. On a soutenu les extrémistes, par exemple les Britanniques, qui ont aidé à créer le wahhabisme au XIXe siècle. Aujourd'hui, de nombreux documents qui sont disponibles et même un diplomate britannique a publié un livre montrant comment il avait aidé le fondateur à créer cette faction extrémiste. Maintenant, plus d'un siècle et demi plus tard, il crée encore des problèmes de conflit. Il soutient des groupes séparatistes en Iran, en Irak, en Turquie, les Balouches, les Kurdes. Ce n'est pas un agenda caché. Les groupes séparatistes kurdes, par exemple en Iran ou en Irak, vivent ici pacifiquement, ici en Allemagne, leurs dirigeants, c'est-à-dire, et à chaque fois qu'il y a une opération terroriste en Iran ou en Turquie, ces dirigeants qui vivent ici en Allemagne ils constatent simplement que cela s'est passé, mais personne ne les inquiète, ne leur pose des questions gênantes. Mais ces conspirations existent. Et récemment, la création du concept du croissant chiite. Encore une manifestation du diviser pour régner. Vous vous rappelez le roi Abdallah qui a dit c'est un grand danger que des chiites qui vivent du Liban, en Syrie, en Iran, en Irak, en partie d'Arabie Saoudite, au Yémen, au Bahreïn, au Pakistan, en Afghanistan, c'est comme un croissant. Et ce croissant est la vraie cause d'instabilité dans la région. C'est la première fois qu'il avait mentionné. Et ironiquement, les ancêtres du roi Abdallah étaient chiites. Le tout était soutenu par l'Arabie saoudite, bien que les relations avec l'Iran étaient apparemment bonnes. L'Iran étant le plus grand pays chiite. Au Liban, on avait donc la guerre civile. En Irak, aujourd'hui, en raison de ce que j'appelle la phobie. Et ils ont refusé toute conciliation. Et on en voit les conséquences dans la région. L'une des plus importantes raisons d'instabilité au Moyen-Orient, c'est l'attitude de deux poids, deux mesures de la part de l'Occident.
Les valeurs sont les mêmes. You believe that democracy or human rights is Vous croyez que la démocratie, les droits de l'homme confined in certain countries. sont importants, mais cela ne se limite pas à certains pays. Should be a value, Dans tous les pays, les droits de l'homme doivent être respectés et toute violation doit être beheading provoquer des protestations. those Et maintenant, je vous demande la décapitation de ceux qui ont été jugés criminels definitely ou leur couper la main est contre les droits de l'homme, selon tous les standards occidentaux. Et pourtant, le meilleur allié in our region, de l'Ouest, dans notre région, décapite because I don't des personnes. to look to this Twitter episode. Once in Twitter was a film that Il parle d'un film Twitter she was fait par une femme. in Saudi Arabia working for a Saudi family. Ah, c'était une bonne en Arabie Saoudite. It was alleged that she has killed her. On l'a accusée d'avoir tué son maître. Was beheaded in one of Elle a été décapitée sur la place publique et l'hélicoptère a pris sa main et s'est envolé autour de la ville pour le montrer à tous les habitants. Et Western countries personne dans un pays occidental not say any word. n'a protesté. Pas un mot. This is a double standard. De poids, de mesure. But when someone in a country which Mais si quelqu'un dans un pays qui n'est pas en accord avec l'Ouest est emprisonné, centers tous les centres des droits de l'homme dans le monde protestent. democracy is a La démocratie universal value. est une valeur universelle. Tout le monde l'aime. Islam is completely in accordance. L'islam est tout à fait en accord avec cela. Ironically, Mais ironiquement, the money of the countries l'argent have not even des tasted pays democracy. And qui n'ont jamais goûté la démocratie, qui n'ont jamais permis à la démocratie de prendre pied, ces pays financent l'opposition for protection en Syrie pour protéger la démocratie et cet argent destruction of Western countries. est déboursé sur ordre des pays occidentaux qui prétendent installer la démocratie en Syrie. Mais c'est une blague. Once in one of the conferences, Une fois, dans une conférence, j'ai mentionné qu'au XXIe siècle, nous sommes témoins de deux funniest jokes. blagues vraiment les plus drôles. D'abord, qu'Israël, avec 300 ogives nucléaires, s'inquiète du nucléaire iranien qui n'a même pas une ogive et personne ne le prétend. Et deuxièmement, que ces pays, Are paying the comme Qatar et Saoudi, soutiennent et financent l'opposition dans un pays comme la Syrie pour installer la démocratie. C'est vraiment, c'est de mauvaises blagues. These are instances and examples of double standard. In Bahrain, Au Bahreïn, when the majority lorsque la majorité s'élève pour protester contre la dictature et la discrimination de leur gouvernement, Saudis come les Saoudiens arrivent avec leurs troupes armor brigade et leurs brigades armées settle down in that tiny country, et ils s'installent dans ce petit pays. Et personne ne proteste. no one protests. Personne. Rather, they are supported. Ils sont soutenus. Even the Bahraini opposition Même l'opposition au Bahreïn n'a l'autorisation de manifester, de tenir des conférences, quoi que ce soit. À Gaza, well, you recall what happened vous vous rappelez weeks. ce qui s'est passé ces dernières semaines. Suspicious that there are Les Israéliens soupçonnaient certains terrorist groups
certains groupes terroristes ou certains groupes de résistance dans la bande de Gaza. Ils ont bombardé des maisons. Des enfants ont été tués. Les Gazans et la Hamas ont répondu en tirant quelques roquettes. Et donc, ils ont fait de plus en plus de victimes. Qui en étaient les cibles? Les militaires? Non. Aujourd'hui, on le sait, c'était des enfants, des femmes, des vieux, des non-militants. Ils ont bombardé un haut bâtiment qui était où étaient les mass médias. Et personne ne les a accusés. Au contraire, à l'Ouest, ils disaient non, c'est le droit, Israël a le droit de défendre ses intérêts. Mais est-ce que c'est un droit qui est réservé aux Israéliens? Les Palestiniens n'ont pas de droit. Ils n'ont pas le droit de maintenir leur sécurité. Ce qui se passe en Syrie, je vais y venir. Comme on a les groupes extrémistes qui sont armés et financés, et la plupart des membres sont des étrangers. Selon des documents authentiques, plus de 5 000 mercenaires étrangers se battent en Syrie, sur le territoire syrien, avec les Al-Qaïda ou les djihadistes. Ils sont armés et financés par les pays que j'avais mentionnés et par les puissances occidentales. Le djihadisme ou le wahhabisme, dans ce cas-là, n'est pas mauvais, c'est même à admirer. Aux États-Unis ou en Europe, celui qui a une longue barbe est suspect parce qu'il pourrait être un djihadiste. Je ne veux pas défendre les barbes longues, la mienne est courte, mais je parle ici vraiment des deux poids, deux mesures. Voilà les causes principales des problèmes au Moyen-Orient. Et quelles sont les conséquences maintenant de cette stratégie de diviser pour régner? Il y a une accumulation de conflits régionaux et la plupart des conflits du passé créés par les puissances coloniales n'ont toujours pas été résolus, alors qu'on en a créé de nouveaux, comme le conflit palestinien, libanais, kurde, la guerre civile en Afghanistan, la guerre civile en Syrie, l'instabilité au Pakistan, la situation au Yémen, etc. Deuxièmement, la gouvernance à long terme de dictatures corrompues. Les puissances globales les soutiennent pour qu'elles maintiennent leurs intérêts. Et voilà une vraie honte. Vous vous rappelez que Hosni Moubarak, jusqu'au dernier jour où il avait de petits espoirs de rester au pouvoir, ont été sabotés par les Occidentaux. Une autre conséquence, c'est l'accumulation des problèmes sociaux, politiques et économiques. Madame Larouche en a parlé aussi de la pauvreté, de l'arriération sociale au Moyen-Orient. Il y aurait beaucoup à dire. Même en Arabie saoudite, qui est un pays très riche, les différences entre classes sont importantes. Au Yémen aussi.
et cela s'accumule. En Égypte aussi, la vie de millions de personnes ont été perdues dans des conflits internes et régionaux. J'avais déjà mentionné le million de personnes en Irak et en Iran, avec les blessés, les handicapés, etc. Pourtant, cette instabilité coûte des milliards de dollars pour l'Ouest aussi, tout en créant une énorme frustration. Et c'est un phénomène dangereux, selon les experts sociologiques. Et selon les experts psychologiques, la principale cause de l'extrémisme parmi les jeunes, c'est la frustration de devoir vivre sans espoir pour l'avenir. C'est une réalité quotidienne. Pourquoi en Libye, qui était dirigée par un dictateur fort comme Kadhafi, maintenant on voit que Al-Qaïda et les extrémistes prennent le pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'ambassadeur américain ou les médecins iraniens. Bien sûr, 7 médecins ont été pris otages qui aidaient en Libye après l'invasion. Ils ont été pris en otage et personne dans les masses médias en Occident n'en a parlé. C'était censuré. Et pourquoi cela se passe en Libye? Qui aurait pu l'imaginer? Parce que la Libye n'est pas un pays pauvre. Mais l'extrémisme monte. Et c'est à cause du désespoir des jeunes générations. Ils étaient frustrés pendant le régime de Kadhafi et encore plus après sa chute et l'invasion. Une autre conséquence, vous savez qu'au cours des années récentes, le système unipolaire qui a été intenté par Blair et Bush après l'effondrement de l'Union soviétique, cette théorie n'est plus acceptable. Et on a des puissances émergentes qui montent. Parmi elles, la Russie et la Chine. Il y a l'Inde aussi. Et ces puissances émergentes ne sont pas seulement des puissances économiques, elles veulent aussi leur part de la scène politique. On voit ce qui se passe aux Nations Unies à propos de la Syrie. La Russie et la Chine, je pense, n'aiment pas beaucoup la Syrie, ou même ils aiment pas beaucoup Bachar al-Assad, peut-être, mais ils se sont définis de nouveaux intérêts. Et les puissances émergentes créent par définition de nouveaux intérêts pour elles-mêmes, et cela peut intensifier les conflits. À propos du conflit syrien, il est soutenu par 3 groupes. Les vieilles puissances coloniales comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, et leurs alliés ambitieux et sectaires dans la région, comme l'Arabie saoudite, Qatar et la Turquie, qui est une puissance émergente ambitieuse. Les pays sectaires ont peur de cette phobie qui est le croissant chiite. Le régime syrien est alawite, ami d'Iran, et donc
Par conséquent, il faut la faire tomber. Ils ne sont pas préoccupés par la démocratie, parce qu'il y en a bien plus en Syrie qu'ailleurs. Et la Turquie, un pays émergent qui a beaucoup d'ambition, ils ont en tête l'Empire ottoman encore. Et les dirigeants voudraient rétablir leur influence d'antan. Le conflit syrien déstabilise toute la région, le Liban, l'Irak, la Turquie, la Jordanie. Et n'oubliez pas que la déstabilisation la première région qui en sera impactée, c'est l'Europe. Imaginez ce qui se passera en Turquie après la déstabilisation de la Syrie. Le complexe turc-kurde et l'armée turque est déjà impliquée là-dedans aujourd'hui. S'il y a une guerre civile en Turquie, quels seront les effets en Europe? Les conflits entre extrémistes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, vont être intensifiés après une victoire en Syrie. Pouvez-vous imaginer ce qui se passera s'il y a un nouveau scénario d'Afghanistan? On le voit émerger. Le Pakistan qui soutient les groupes talibans est aujourd'hui même la victime des talibans. Vous voyez la situation là-bas. La Jordanie, qui pourrait être la première victime de cette instabilité, parce que le système n'est pas démocratique, les gens sont frustrés, les groupes extrémistes ont leurs racines, les Palestiniens y sont, ou même l'Arabie saoudite. Il y a discrimination et conflit entre chiites et l'apaisement des groupes chiites dans la partie orientale d'Arabie saoudite. Les groupes terroristes qui sont entraînés risquent d'étendre la guerre partout et en particulier à l'Europe. Un autre exemple pour la région, c'est la question nucléaire. Je ne veux pas en donner les détails, je n'ai pas de temps, mais la cause principale remonte à cette idée de deux poids, deux mesures. Avant la création de la République islamique, c'était les États-Unis qui ont conseillé à l'Iran de développer des centrales nucléaires. Pas une centrale, 20. Ce plan a été développé pendant la présidence de Ford. Et selon des conseillers américains, les entreprises allemandes ont démarré le premier projet à Bushehr et le deuxième, c'était une compagnie française. Tout de suite après la création de la République islamique et le régime du Shah a été renversé par le peuple, alors tous ces projets ont été arrêtés. Et même à cette époque, l'enregistrement faisait partie de ce programme. Je pense que même un petit enfant pourrait soulever la question, savoir pourquoi l'énergie nucléaire est logique et légitime pour un régime dictatorial, mais pose un problème de sécurité pour un gouvernement élu démocratiquement. Le projet de Bushehr était terminé à 85% par des sociétés allemandes. On l'a arrêté.
La politique nucléaire de l'Iran se base sur notre système de croyance, qui est l'islam. Et ces bases sont la justice. Nous voulons bénéficier de nos droits en tant que signataires du NPT, du traité de non-prolifération. On a été parmi les premiers signataires. Deuxièmement, la résistance à la discrimination. Nous défendons nos droits et nous résistons aux pressions. Troisièmement, l'égalité. La technologie nucléaire a des fins pacifiques pour tout le monde et armes nucléaires pour aucun pays. Voilà nos croyances. C'est ça qui est à la base du programme nucléaire iranien. Et nous avons souvent dit que nous sommes prêts à toutes sortes de contrôles, mais pas à la discrimination. Pourquoi le Brésil peut avoir un programme d'enregistrement et l'Iran pas? Pourquoi? Maintenant, la conclusion. Comme nous parlons ici de nouveaux paradigmes, par rapport à ce que Mme Larouche a dit, je voudrais utiliser d'autres mots pour le même concept de nouveau paradigme. Il peut être établi tout d'abord par la justice, qui est l'un des 5 principes de notre système de croyance. On croit en Dieu et son unité, la croyance dans le prophète Mohammed, à la vie après la mort, le leadership de l'imam et la justice. Donc la justice, c'est comme le Tobit, comme on dit. Deuxièmement, nous croyons en la paix et la justice pour tous les groupes politiques, religieux et ethniques dans la région. Si le nouveau paradigme se base là-dessus, il peut réussir. Il ne doit pas y avoir de discrimination par rapport à la justice, aux droits de l'homme, à la démocratie, au développement ou entre les différents groupes ethniques ou religieux. Les valeurs sont pour tous les êtres humains. Ce ne sont pas des valeurs occidentales ou ethniques ou même nationales. Ce sont des valeurs communes à tous les êtres humains. En Iran, nous avons un bon exemple de la coexistence pacifique de différents groupes ethniques, religieux et politiques. Nous n'avons jamais eu des combats religieux comme on l'a eu ici en Europe avec la guerre de 30 ans. Même aujourd'hui, nous avons une toute petite minorité religieuse, peut-être 300 000 chrétiens et 25 000 juifs et 20 000 autre chose. Je vous dis d'abord qu'en Égypte, il y a beaucoup plus de chrétiens qu'en Iran, mais ils n'ont pas un seul membre du Parlement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de quota. Nous en avons 3. Donc, en Égypte, quand ils vont aller voter, les non-religieux, les religieux obtiennent le vote. Et en Iran, nous avons des quotas. Parce que selon notre droit, chaque temps de chrétien a un membre du Parlement. Ah non, les chrétiens ont 3 pour 300 000, alors que pour les musulmans, c'est 300 000 pour un membre du Parlement. Un bon exemple de coexistence pacifique en Iran, c'est un hôpital de charité qui appartient à des juifs, complètement. Mais
en général, les Juifs ont de l'argent, ils n'ont pas besoin d'aller à cet hôpital pour les pauvres. C'est dans un quartier pauvre. Il y a 100 patients à cet hôpital des charités. Ce sont des musulmans qui y vont, des Iraniens, alors que les médecins sont tous des Juifs. Et l'un d'entre eux est un membre du Parlement. Et l'un d'entre eux était en Allemagne et il a demandé à rencontrer le Conseil des Juifs ici et ça a été refusé. Et tout le monde peut le voir en Iran. Nous n'avons jamais eu de conflit religieux. Mais imposer la paix par le bombardement ou par drone n'est pas durable. Ça ne peut pas durer. Que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan, on voit bien que c'est un échec. Le destin de la Syrie doit être décidé par le peuple syrien de manière démocratique. Le système de gouvernance, on ne peut pas l'imposer. Et quand on dit peuple, on ne dit pas le gouvernement, on dit le peuple. Il y a différents mécanismes pour y arriver. Les interventions étrangères n'ont jamais mené à la paix. Et c'est contraire à la paix. Le réveil islamique est une réalité et l'Ouest souffre parce qu'elle n'a pas de légitimité ni de crédibilité en raison de ses politiques passées et présentes. Regardez les votes dans les pays qui ont eu des scrutins, qui ont eu le printemps arabe. Le peuple au Bahreïn et en Arabie saoudite doivent aussi avoir des droits égaux. Regardez les droits des chiites, où ils n'ont pas le droit de détenir certains postes. L'Union européenne est le principal perdante des instabilités parce que ces instabilités vont s'étendre jusqu'ici à travers l'immigration et le terrorisme. Nous avons un système global à multipuissance et la continuation des instabilités menace aussi la Chine, la Russie, etc. Avant de conclure, je voudrais revenir sur certaines choses que Mme Larouche a dit à propos des projets d'eau. Nous avons un projet énorme en Iran. Il y a une commission qui travaille là-dessus. L'étude de faisabilité a déjà été menée à bien pour relier la mer Caspienne au Golfe. Vous savez que l'Iran, ce n'est pas un désert. Auprès de 35% seulement est désertique. Et ces déserts sont au centre et au sud-est du pays. Et s'il y a un canal entre la mer Caspienne et le golfe Persique, l'eau qui passe par là et l'humidité provoquée aura un effet très bénéfique. Maintenant, on travaille sur les détails au niveau de l'ingénierie. Un autre projet, c'est le transfert de l'eau du Tadjikistan, où l'eau est abondante. Donc, on peut en transférer une partie vers le nord-est de l'Iran, qui est une grande région agricole et touristique. Nous avons la ville de Mashhad, une ville de pèlerinage. Et les pèlerins ont besoin de nourriture, de fruits, d'eau. Donc c'est un projet tripartite avec le Tadjikistan, l'Afghanistan et l'Iran. Nous avons des projets ferroviaires parce que l'Iran
relie le golfe Persique à l'Asie centrale par 2 chemins de fer, 2 voies ferrées. Le Pakistan est relié à un autre réseau qui était relié au réseau turc et européen. Pour l'Irak, la liaison est presque achevée. Et l'Iran, grâce à sa situation géopolitique, en bénéficie. Vous avez parlé du développement de régions de crise. Je peux vous donner l'exemple de l'Afghanistan. On a dépensé beaucoup pour le développement de la région frontalière entre l'Iran et l'Afghanistan. Et maintenant, tout le monde qui s'est rendu en Afghanistan a l'impression que cette région-là est un autre pays. Parce que dans cette région, il y a des routes asphaltées, ils ont l'électricité, ils ont de l'industrie à petite échelle, le tout établi avec l'aide de l'Iran. Merci beaucoup.